Voici la reconstitution fidèle de la chambre 306 du motel Lorraine, où Martin Luther King a passé les dernières heures de sa vie. Aujourd'hui, cette chambre fait partie du Musée national des droits civiques. Le musée retrace l'histoire du mouvement américain pour les droits civiques depuis ses débuts, à l'époque de l'esclavage, jusqu'à l'assassinat de Martin Luther King à Memphis. Pour la première fois, il ne s'agissait plus de droits civiques ou du droit de vote, mais de droits sociaux. Martin Luther King s'engageait pour les droits des employés des services de voirie et de propreté, ce qu'il n'avait encore jamais fait de cette manière. Nous, les journalistes, avons pensé qu'il fallait voir ce qui avait changé au sein du mouvement des droits civiques. Personne n'a cru qu'il y avait eu un grand complot. On avait connu trop de meurtres et d'agressions de ce genre dans le Sud. Trop de personnes étaient mortes ainsi pour laisser supposer qu'il y avait eu un complot. On n'a donc pas prêté attention à cette thèse, on a seulement rendu compte des faits. Le matin suivant le meurtre, le correspondant de la télévision allemande, sans se douter de l'importance de ces images, réalise des prises de vue historiques du lieu du crime qui va être totalement transformé peu de temps après. En 1968, Maynard Stiles dirige les services de la voirie à Memphis. Le lendemain du meurtre de Martin Luther King, on lui confie une étrange mission. I received a call from Inspector Evans on or about 7 a.m. Requesting assistance in clearing brush and debris from a vacant lot in the vicinity of the assassination. For the meticulous cleanup of this entire area that was overgrown, heavily overgrown with brush and bushes. Correct. They went to that site and under the direction of the police department, whoever was in charge there, proceeded with the cleanup in a slow, methodical, meticulous manner. A officer and his crew brought to the scene. Un agent et son équipe ont été envoyés sur les lieux pour effacer des preuves tangibles, pour piétiner le sol, laisser les traces de leurs pas, leurs empreintes digitales, pour débroussailler et arracher des arbustes derrière lesquels un tireur, un assassin ou un complice aurait pu se cacher. C'est ce qu'il a expliqué en détail et c'est ce que j'ai appris aussi en menant ma petite enquête. Kay Black, une journaliste du Memphis Press Scimitar, a reçu un appel téléphonique vers 6h45 ce matin-là. C'était le maire de Memphis qui lui a dit « Kay, va sur place immédiatement. On m'a ordonné de faire débroussailler le terrain sur le lieu du crime. » La veille déjà, des choses étranges se sont passées autour du lieu du meurtre. Juste en face du motel Lorraine se trouve la caserne de pompiers numéro 2 de Memphis. Depuis quelques années à peine, des pompiers noirs y sont en poste. Juste avant l'assassinat de Martin Luther King, de toute évidence, cela devient un problème. Cela s'est produit la nuit qui a précédé l'assassinat. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé un message de mon supérieur me demandant de le rappeler. Je l'ai appelé et il m'a dit de ne pas me rendre le lendemain à la caserne où j'étais habituellement affecté. Ce n'est pas tout. L'équipe avec laquelle je patrouillais, celle du camion numéro 5, avait besoin d'un nombre précis d'hommes pour pouvoir tourner. Il fallait donc mettre quelqu'un à mon poste pour me remplacer. En plus, je me suis retrouvé de trop dans l'autre caserne. Ce changement n'était donc pas nécessaire.
Le pompier Floyd Newsom apprendra plus tard que sa mutation a été ordonnée par la police. Le toit de la caserne numéro 2 occupe une position stratégique. On y a une vue directe sur la chambre 306. On sait aujourd'hui qu'au moment de l'assassinat de Martin Luther King, il n'y avait pas seulement des pompiers dans la caserne, mais aussi des policiers et des agents de sécurité des autorités fédérales. Le capitaine de la caserne numéro 2 a reçu l'ordre de retirer ses pompiers noirs de la caserne et de laisser monter des agents du gouvernement sur le toit de la bâtisse. Il s'agit du capitaine Cat Elwiden d'Olive Branch, dans le Mississippi, encore en vie aujourd'hui et qui n'a jamais été entendu avant ce procès. Il a reçu l'ordre de monter des caisses sur le toit de la caserne qui surplombait le motel Lorraine. Il a fait ce que ces deux agents du gouvernement lui ont demandé. Ils lui ont montré leur badge et lui ont dit « Il nous faut une vue dégagée de cet endroit ». Cet endroit, c'était celui où le révérend Martin Luther King allait être assassiné 5 heures plus tard. Les minutes du procès mentionnent la présence de groupes d'intervention des services secrets de l'armée autour du lieu du meurtre. Sur le toit de la caserne se trouvaient 2 photographes. Sur un château d'eau situé juste en face, 2 tireurs d'élite avaient pris position. Une autre équipe de tireurs d'élite s'était également dissimulée sur le toit de la gare de Memphis, dont le dernier étage abrite un poste de police. En 1965 déjà, lors d'une grande marche pour les droits civiques à Selma, dans l'Alabama, Martin Luther King et son collaborateur, Andrew Young, avaient été surveillés par ces mêmes tireurs d'élite. Des transcriptions d'entretiens réalisés avec ces derniers ont été présentées comme preuve lors du procès de 1999. Quand on leur avait donné leur ordre de mission, on avait dit aux tireurs « King est à la tête d'un mouvement qui vise à renverser le gouvernement des États-Unis ». Ces entretiens font partie d'une importante collection de documents conservés à l'université de Stanford par le professeur Claiborne Carson. Lui aussi a témoigné au procès. L'un des membres des services secrets militaires qui se trouvait à Memphis au moment de l'assassinat du révérend King a tenté d'expliquer leur mission. En substance, et en sachant qu'ils considéraient les leaders du mouvement comme dangereux, si la situation tournait mal, le mot d'ordre était d'éliminer les leaders au cours de ces violences raciales et d'en faire porter le chapeau aux manifestants. Les hommes présents sur le lieu du crime à Memphis avaient acquis l'expérience des combats lors d'opérations militaires en Asie du Sud-Est. Leurs déclarations écrites sont connues depuis le procès de 1999 et pourtant, l'État n'a jamais diligenté la moindre commission d'enquête pour les interroger. Le fait que les services secrets militaires se trouvaient à proximité de Martin Luther King lorsqu'il a été assassiné aurait dû nous pousser à les amener devant le juge, à leur faire prêter serment pour essayer de savoir ce qu'il s'était passé, pour connaître la vérité. Même si on est parfaitement convaincu que le gouvernement n'a rien à voir dans l'assassinat de Martin Luther King, des agents des services secrets militaires et des représentants du gouvernement se trouvaient sur le lieu du crime. Il faudrait connaître leur version des choses. Mais jusqu'à aujourd'hui, les autorités judiciaires n'ont jamais porté le moindre intérêt à ces faits. Au contraire, malgré tous les éléments nouveaux dévoilés lors du procès de Memphis, elles maintiennent la même version. Martin Luther King a été abattu par un meurtrier isolé, poussé par des mobiles racistes et la promesse d'une somme d'argent. L'homme aurait tiré depuis la fenêtre de la salle de bain d'une pension située en face du motel. James Olray logeait dans cette pension et on a retrouvé à proximité du lieu du meurtre une arme portant ses empreintes digitales.
S'agit-il vraiment de l'arme du crime? Cela reste encore incertain. Il est arrêté en juin 1968. On lui extorque des aveux et il est condamné sans procès, comme le droit américain l'autorise, à 99 ans de prison. Peu après, Ray revient sur ses aveux. À sa décharge, il sera établi lors du procès de Memphis que le coup de feu n'a pas été tiré depuis la salle de bain, mais depuis les buissons situés juste au-dessous.